Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Relocalisation et modernisation des marchés du Grand Conakry, le gouvernement accélère la coordination avec les autorités communales. À la primature, le Premier ministre a réuni les responsables urbains et communaux en exigeant d'eux des solutions rapides à suivre dans ce journal. Parc national de Soya-Sabouya, une mission de l'Union européenne est en visite de terrain. L'objectif est d'apprécier le niveau d'engagement des communautés riveraines dans la gestion de ce futur parc. À suivre également dans ce journal. À la fin de cette édition, nous nous intéresserons au partenariat qui vient d'être signé entre le groupe Circus Baobab et la fondation KPC pour l'humanitaire. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Dans ce journal, comme annoncé dans les titres, le gouvernement accélère la coordination avec les autorités communales pour la relocalisation et la modernisation des marchés du Grand Conakry. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre a réuni les responsables urbains et communaux afin d'exiger des solutions urgentes pour les personnes affectées par les opérations de déguerpissement. Les détails dans ce reportage de Ousmane Bangora. Suivez. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé une séance de travail élargie, réunissant la gouverneure de la ville de Conakry, le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, ainsi que les 13 présidents des délégations spéciales des communes de la capitale. Cette rencontre vise à faire le point sur la situation des vendeurs affectés par les opérations de déguerpissement et à accélérer leur réinstallation dans les espaces appropriés. Nous avons hérité d'une longue pratique de mauvaise gouvernance qui fait que les marchés qui devraient être installés ont été spoliés et vendus. Les cimetières ont été spoliés, vendus. Là où on devrait construire des écoles, tout cela a disparu. Mais la population ne fait que croître et les besoins indispensables doivent être satisfaits. À la suite du déguerpissement, on ne peut pas laisser les gens dans la nature, parce que sinon la nature a horreur du vide. Si on ne trouve pas de place, on cherchera une autre place, même si ce n'est pas l'endroit initial, on cherchera autrement, et donc on sera toujours dans la logique, disons, de cette lutte sans fin, et ça, ce ne serait pas utile. Donc, ceux qui n'ont pas pu relocaliser les déguerpis, Madame la gouverneure, qu'on le sache et qu'on cherche une solution alternative le plus rapidement possible dans la commune. Ça, c'est l'urgence. Ça ne sert à rien de régler les questions comme des sapeurs-pompiers et de ne pas éteindre définitivement le feu. D'où la nécessité absolue pour les 13 collectivités locales et peut-être même pour certains centres d'indiquer les espaces susceptibles d'être aménagés ou d'être affectés pour la construction de véritables marchés dignes de ce nom. Parce que c'est ça la solution définitive. Mais il faut trouver l'espace et à partir de ce moment-là, on mettra tout en œuvre pour rechercher les financements et les modalités, disons, d'accompagnement par plusieurs bailleurs pour qu'on puisse construire des marchés dignes de ce nom. Dans la même dynamique, les 13 communes ont été invitées à soumettre des propositions d'espace dédiées à la construction provisoire de marchés. La gouverneure de la ville de Conakry a pour sa part présenté l'état des dispositions déjà engagées sur le terrain. À date, toute la Guinée a vu le marché de Anko 5 est en train d'avancer à grands pas pour le recasement des femmes déguerpies sur le marché de Anko 5. Matoto, la même chose. Et Matam, pour ceux qui ont été dégagés à Madina, un endroit est en train d'être trouvé à Matam, mais aussi la reconstruction imminente du marché de Avaria en hauteur pour pouvoir contenir les femmes des marchés. Il y a aussi le marché de Lambagni, mais aussi Sanoya. Toutes les communes concernées au niveau des marchés, la situation est sous contrôle, sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, et toutes les entités concernées sont à pied d'œuvre pour trouver ces solutions très rapidement. Les autorités assurent qu'un suivi rigoureux est en cours en vue de l'aménagement progressif des sites requis.
tout en anticipant la reconstruction du marché d'Avaria, avec pour propriété la continuité des activités communales dans des conditions sécuritaires et mieux organisées. À présent, mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau monsieur Ansoumane Toumani Camara, directeur de la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, porte-parole du ministère de la Défense nationale pour un important communiqué. Bonsoir, bienvenue, à vous la parole. Bonsoir. Communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 22 février 2026, quelques dizaines de militaires sierra-léonais armés ont pénétré sans autorisation sur le territoire guinéen dans le district de Koudaya, sous-préfecture de Sandélia, préfecture de Farana. À cet endroit situé à 1,4 km de la ligne frontalière, précisément au point coordonné 9 degrés 59 minutes 4,9 secondes nord, 11 degrés 11 minutes 17,6 secondes ouest, ils ont installé une tente et hissé leur drapeau national. Alertés, les forces armées guinéennes se sont immédiatement déployées sur les lieux. Sur place, elles ont constaté la présence d'éléments militaires sierra-léonais et ont réussi à interpeller 16 d'entre eux, tout en saisissant leurs matériels et équipements. Les militaires interpellés et leurs objets saisis ont été mis à la disposition de la police judiciaire pour des fins d'enquête. L'état-major général des armées félicite les unités engagées pour leur réactivité et leur sens du devoir. Par la même occasion, il appelle les forces de défense et de sécurité à renforcer la vigilance et à rester mobilisés pour la protection et la défense de l'intégrité territoriale de Guinée. Conakry, le 24 février 2026, le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée Ibrahima Souri Bangoura. Je vous remercie. Merci donc à vous, monsieur Ansoumane Toumani Camara, directeur de la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, porte-parole du ministère de la Défense nationale, qui était donc sur ce plateau pour la lecture d'un important communiqué. Nous poursuivons ce journal à Bokeh, clôture des débats sur les audiences criminelles. Après des réquisitions et plaidoiries, suivi des confrontations des pièces, des vérités et contre-vérités des accusés à l'audience, le tribunal a rendu sa décision, des sentences marquées par des acquittements et des peines de prison allant de 30 ans à la réclusion criminelle à perpétuité contre ceux reconnus coupables des cas de crimes graves. Depuis Bokeh, Younoussa Tawel Kamara et Kerno Younoussa Bar. Fin des débats dans la première session criminelle de l'année 2026 au tribunal de première instance de Bokeh. Il a fallu 3 semaines d'interrogatoire des accusés, d'audition des parties civiles, des débats contradictoires entre les avocats de la défense et le ministère public pour que le juge audiencier prenne sa décision. Outre des acquittements, le tribunal a prononcé de lourdes peines à ceux qui sont reconnus coupables. Déclare Amara Touré coupable des faits d'assassinat qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Déclare Lamine Traoré coupable des faits de viol mis à sa charge. Pour la répression, le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Déclare Alia Kamara non coupable des faits de viol mis à sa charge. En conséquence, le renvoi des fins de la poursuite pour crime non imputable. Déclare Mamadou Maka Diallo coupable des faits d'atteinte sexuelle qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à 1 an d'emprisonnement. Déclare Abdul Karim Silla non coupable des faits d'association de malfaiteurs à lui reprochés. En conséquence, le renvoi des fins de la poursuite pour crime non constitué. Déclare cependant Abdul Karim Silla coupable des faits de tentative d'assassinat et tentative de vol qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle.
La liste des condamnés est longue. Mamadou Tafsirba, coupable des faits d'assassinat, écope de 30 ans de réclusion criminelle. Mamadou Bobo Diallo, lui, a été condamné à 15 ans pour viol, tandis que Mamadou Diankoulibali, coupable des faits de viol, va purger 3 ans de prison. Cette clôture a été marquée par des condamnations, mais aussi des acquittements. En tout état de cause, nous, représentants de la société, nous sommes satisfaits, très satisfaits des peines prononcées et des acquittements que nous avons suivis à l'audience. Aussi, le tribunal constate l'extinction de l'action publique à l'égard de Djibril Kamara pour cause de décès, alors que Seydou Bassouma, alias Varane, et Souleymane Silla, alias Bellingham, coupables des faits d'assassinat, sont condamnés à la perpétuité. Deuxième grand titre de ce journal, dans le cadre de l'exécution du projet Natura, une mission conjointe Union européenne, cantonnement forestier et autorités locales de Ourekaba était récemment à Tonfoli et à Sogoroya pour apprécier le niveau d'engagement des communautés riveraines dans la gestion du futur parc national Pinceli Soya Sabouya. Les détails dans ce reportage de Mamadou Paté-Baldé, notre correspondant basé à Mamou. Dans le futur parc national de Pinceli Soya Sabouya, la préservation des espèces constitue un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires. À Tonfili, cette approche se traduit par l'appui au groupement maraîcher à travers des pratiques agroécologiques mises en œuvre par la WCF avec l'appui de l'Union européenne. Dès que la WCF est venue ici, nous, en tant que les femmes, on a eu beaucoup d'aide par rapport à ça. La scolarité de nos enfants, on enlève dans ça. On ne fatigue plus maintenant nos maris par rapport à les dépenses. Donc vraiment, nous sommes contentes. On dit grand merci à la WCF. En plus, la WCF, sur financement de l'Union européenne, a réalisé à Sogoroya un pâturage moderne dans le cadre de la protection des écosystèmes. Ce pâturage assure la protection et la surveillance des bovins contre les carnivores sauvages. La capacité de ces sites, ça va aux environs de 3300 têtes. C'est dans le cadre de lutter contre les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et lutter contre la déforestation. Dans le but d'atteindre les objectifs visés et accompagner l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune dans la protection de l'écosystème, l'Union européenne reste résolument engagée à poursuivre son appui aux communautés riveraines. Quand le parc national Pinceli Soya Sabouya deviendra un parc national, en fait, en même temps que le parc soit protégé, les populations locales, ils vont vraiment faire du bien pour leur famille à travers le miel, à travers l'élevage, à travers l'agriculture. Dans notre partenariat UE-Guinée, dont nous avons soutenu les populations ici. Ce paquet d'activités déjà réalisées à Tonfili et à Sogoroya rassure le gouvernement guinéen que la gestion durable des ressources naturelles à travers la création du parc national Pinceli Soya Sabouya s'inscrit pleinement parmi les 5 piliers du programme Simandou 2040. Dans le sud du pays, précisément en Zérékoré, la protection de la forêt classée du Mont Béraud passe désormais par les salles de classe. Des enseignants viennent d'être formés pour intégrer l'éducation environnementale dans leurs pratiques pédagogiques. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement communautaire pour la conservation de ce patrimoine forestier. Lancé Kamisoko, reportage. Le projet de désenclavement des zones de production rizipiscicole entre dans sa phase terminale en Guinée forestière, couvrant la Basse-Guinée et 5 préfectures de la région administrative de Zérékoré. Il est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture dans le but de booster la productivité et faciliter l'écoulement des produits vers les marchés urbains. Il était prévu 324 km de pistes rurales en Guinée forestière et 10 ponts. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase terminale. Et nous avons achevé 260 km de pistes réceptionnées définitivement. Et sur le tronçon, c'est un tronçon de 20 km 800 qui quitte Yono à Beta avec plus de 30-35 ouvrages à réaliser des dallos et un pont de 12 mètres linéaires.
Aujourd'hui, le pont est terminé. Ils sont en train de faire le remblai contigu du pont. En réceptionnant provisoirement les tronçons déjà achevés, cette mission du ministère de l'Agriculture et de ses partenaires de l'Agence française de développement AFD a également fait des recommandations conformément au cahier des charges. Le constat, c'est que sur les pistes réceptionnées provisoirement, les travaux ont été exécutés selon le cahier de charges, en tout cas établi au démarrage de ces travaux, même si la maîtrise d'ouvrage, disons déléguée, a eu quelques réserves et que l'entreprise va prendre en compte ces réserves et d'ici la date d'achèvement technique des travaux. À peine mises en service, ces pistes rurales font déjà le grand bonheur des usagers qui étaient autrefois confrontés à des difficultés énormes d'accès. Avant, la route était mauvaise, mais actuellement, grâce à ce projet, la route, ça va un peu. Et je viens de quitter Aloula comme ça, je n'ai même pas fait 2 heures sur la route, je suis rentré chez moi. Cette initiative de pistes rurales émane de la volonté des autorités guinéennes à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle par le biais du désenclavement des zones de production agricole du pays. Nous poursuivons ce journal. Le général de brigade Amara Silla vient d'achever une mission de prise de contact au bataillon autonome de Farana et les compagnies d'infanterie de Dingirai, d'Abola et Marela. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion et de la coordination entre le commandement régional et les différentes unités déployées sur le terrain. Partout, le commandant de la 3e région militaire a mis un accent particulier sur le professionnalisme, la discipline et le sens et le vœu du devoir des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Le commandant de la 3e région militaire de Kankan, le général de brigade Amara Silla, a bouclé sa tournée de prise de contact dans les unités relevantes de sa sphère de commandement. Une tournée qui a pour objectif de répercuter le message de félicitations, d'encouragement du chef de l'État, le président Mamadou Doumbouya, aux forces de défense et de sécurité, puis de la hiérarchie militaire, d'une part, ensuite s'imprégner des réalités opérationnelles du terrain. Je suis porteur de message du chef d'état-major de l'armée de terre et toute la hiérarchie militaire pour d'abord vous remercier de la discipline que vous avez bien observée, les événements qui se sont succédés. Je vais dire le référendum, les élections présidentielles. Ils m'ont également chargé de vous dire de redoubler d'efforts. Certes, nous le savons que vous travaillez main dans la main et que aujourd'hui la défense et la sécurité de la zone qui vous incombe, vous l'assurez correctement. Le commandant de région a martelé sur la vigilance et la redynamisation de cette sécurité. Une initiative saluée par le commandant des unités traversées. Le général de brigade Amara Silla a mis l'occasion à profit pour rendre visite aux notables en vue du renforcement des relations civilo-militaires. Ces sages réaffirment leur engagement à accompagner les forces de défense et de sécurité dans l'atteinte de leur mission régalienne. Si nous sommes en sécurité, c'est grâce à vous. Nous sommes contents de votre arrivée ici. De la compagnie d'infanterie de Dingirai à celle de Daboula en passant par Marela et le bateau autonome de Farana, le général de brigade Amara Silla a invité les hommes en uniforme à plus d'engagement au renforcement de la sécurité intérieure de l'une de nos frontières. Dans l'actualité encore, renforcement du capital humain, l'École nationale d'administration ENA de Guinée pourrait ouvrir ses portes en juin prochain. Le ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique tient au respect de ce délai. Faya François Borono était ce mardi à Kenende dans Dubreka pour s'enquérir de l'évolution de ce chantier structurant, une présence qui a permis de rassurer les entreprises contractantes autour de quelques contraintes techniques et financières. Le siège de la future ENA peut être livré à temps. C'est du moins ce que nous rapportent Moussa Namina Keita et Mamadi Terna Kamisoko. Symbole de la souveraineté administrative, le projet d'École nationale d'administration ENA de Guinée approche de sa phase d'achèvement. Les travaux exécutés à hauteur de 60 à 70% selon les différents lots ont connu un léger ralentissement ces dernières semaines. Pour accélérer le processus et lever les contraintes techniques constatées sur le terrain, le ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique s'est rendu sur le site. Faya François Borono, en homme pressé, identifie les zones de blocage, impulse une nouvelle dynamique en vue de l'ouverture officielle de cette école d'excellence appelée à former les futurs cadres de l'État. J'avais remarqué comparativement au rythme du début,
une certaine variation à la baisse qui a été expliquée par l'écart aujourd'hui constaté entre le taux très avancé d'exécution physique par rapport au taux d'exécution financière qui est autour de 40%. Donc cet écart un peu pèse sur les entreprises qui sont chargées d'exécuter les travaux. Et donc ça nous permet aujourd'hui de tirer les leçons et voir comment se réorganiser pour accélérer le paiement des décomptes en cours, parce que nous comptons dans la planification ouvrir les portes de l'école pour la première promotion de l'ENA autour du mois de juin. Monsieur le ministre est venu ce matin pour nous galvaniser et pour nous encourager pour qu'on puisse continuer. Et je sais qu'on ne va pas arrêter les travaux. Nous sommes à 60-70% du taux de réalisation physique et un taux de décaissement de 40%. Cela veut dire combien de fois nous repartons, et c'est parce qu'on a confiance à l'État, on a confiance à Monsieur le ministre. Implantée sur un site de 6 hectares à Kenende dans la préfecture de Dubreka, la future ENA comprendra plusieurs infrastructures modernes, des salles de cours équipées, un grand amphithéâtre et un bloc administratif. Le complexe intégrera également une infirmerie, un restaurant, des espaces de détente et des terrains de sport. Les professeurs qui sont chargés de donner des cours sont quasiment identifiés. Certains qui seront des professeurs affiliés à l'école, donc qui seront comme des fonctionnaires de l'école, mais une grande partie des enseignants et professeurs qui donneront des cours ici ne seront pas fonctionnaires. Ça va être sur la base de la contractualisation. C'est pour vous dire que je suis très satisfait de ce niveau d'avancement. Structuré en 5 lots, ce chantier d'envergure inclut également la construction d'une route d'accès de 2 km. À travers cette initiative, les autorités guinéennes affichent leur volonté de renforcer un capital humain national capable de répondre efficacement aux défis du développement. Gouvernance éducative, la Guinée poursuit son programme de digitalisation dans le secteur. Ce matin, le processus d'immatriculation systématique des élèves a été officiellement lancé par le ministre Alpha Bakar Barry. À l'image du secondaire, le primaire se dote aussi d'un identifiant unique. Pour les élèves, la plateforme d'immatriculation vise à garantir le parcours scolaire de chaque élève afin d'archiver ces données. Abdul Aziz Baldé. C'est un pas géant pour le système éducatif en Guinée, plus précisément au niveau primaire. Un processus d'immatriculation systématique des élèves est lancé ce mardi à Conakry. Devant les chargeurs des examens et les gestionnaires des bases de données, la nouvelle plateforme est présentée par le directeur général des examens et son utilité largement expliquée. L'attribution d'un identifiant unique à chaque enfant dès son admission au primaire permettra de fiabiliser durablement les données scolaires, de supprimer les doublons et les incohérences statistiques, d'assurer la traçabilité complète du processus scolaire, du primaire au lycée, à l'enseignement technique, pourquoi pas au supérieur, de renforcer la transparence dans la gestion des évaluations, d'améliorer la planification des infrastructures et des ressources humaines. Pour sa toute première rencontre avec les acteurs de l'éducation, le ministre Alpha Bakar Barry invite les cadres à un engagement collectif pour une gouvernance éducative accessible. La gestion du parcours des élèves et l'attribution d'un identifiant unique dès au primaire restent entre autres principaux résultats. La gestion des effectifs de l'éducation nationale est un problème parce que nous avons un système qui est assez grand et centralisé. Ce système ne peut survivre dans son approche actuelle que si nous avons un système de gestion de données efficace. Nous nous réjouissons à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à maîtriser nos données. Ça va nous aider à avoir des statistiques réelles, des statistiques conformes à celles qui évoluent sur le terrain. Parce que quand tu as des données réelles, ça t'amène à pouvoir prendre des décisions. Pendant des jours de travaux, ces acteurs de l'éducation vont se familiariser avec plusieurs modules sur l'ère numérique. Au-delà de son aspect technique, cette réforme constitue une avancée significative pour le repositionnement de l'éducation nationale. Et pour encourager l'éducation nationale et l'apprentissage professionnel, plusieurs initiatives voient jour à travers le pays. À Conakry, une vingtaine d'étudiants sont ciblés pour le prix de l'assiduité. Des ordinateurs sont offerts pour favoriser l'usage de cet outil en milieu estudiantin. Aboubakar Diaby, Mohamed Saleh Bangora. À Conakry, le prix de l'assiduité continue d'être décerné aux meilleurs étudiants rompus à la tâche.
Au compte de sa 4e phase, cette récompense éducative vise les étudiants de l'école supérieure de commerce et de management située au quartier Lambagny. Elle intègre un don d'équipement constitué d'ordinateurs pour faciliter l'apprentissage en faveur des étudiants inscrits en licence et master ainsi que du BTS. Il n'y a pas un critère fixe. Tous ceux qui sont dans les programmes de licence ou BT, BTS, systématiquement ont accès à un ordinateur. Nous les avons discernés sur plus de l'assiduité, mais au-delà de ce satisfait-ci, ça représente aussi de 25% de remise sur leurs frais de scolarité pour la 2e année, en récompense à l'assiduité dont ils ont fait preuve durant l'année antérieure. Ce coup de pouce apporte une lueur d'espoir à une vingtaine de bénéficiaires. Il va à coup sûr favoriser l'acquisition des connaissances basiques en informatique et recherche, tout en portant la notion des formations en ligne pour qualifier davantage le système éducatif guinéen. Je suis vraiment super heureuse de recevoir ces kits pour travailler à la maison et à l'école. En même temps, je peux faire mes devoirs et faire des recherches que je ne peux pas faire si je ne suis pas à l'école. Et là, je suis vraiment super contente de recevoir tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Les tablettes pour ceux qui suivent la formation en ligne, c'est-à-dire les cours à distance. Et nous qui sommes non seulement dans le département informatique, mais aussi pour les autres départements, nous avons reçu nos kits informatiques. Avec cette action caritative, c'est une promesse qui se réalise pour faciliter l'acquisition des outils pédagogiques et professionnels. Elle est réalisée par la direction de ESUP Guinée Sherbrooke Academy, à l'effet de lier la théorie à la pratique. Dans un autre registre, des tonnes de vivres, de non-vivres et une importante somme d'argent pour les étudiants sinistrés de l'ISAF de Farana. C'est une assistance sociale de la 39e promotion de l'Institut. Elle exprime ainsi sa solidarité aux victimes suite à l'incendie qui a tout ravagé sur son passage. Des précisions avec Ibrahima Oulé Fofana, notre correspondant régional basé sur place. Une importante quantité de denrées alimentaires, des vêtements et une forte somme d'argent. Il s'agit d'un don destiné aux étudiants sinistrés du récent incendie qui a réduit en cendres le contenu du dortoir des étudiants. Un geste samaritain de la 39e promotion de cet institut. Nous, de la première promotion du tronc commun, nous avons jugé nécessaire de venir donner un coup de main symbolique dans l'élan de solidarité pour dire à nos frères qu'ils ont perdu du matériel. Dieu merci, c'est du matériel qui est par eux, ils sont là. Ils pourront avoir mieux que ça, tout en leur disant que tout ce que Dieu fait est bien. Depuis que nous avons enregistré cet incendie, il y a eu plusieurs soutiens, il y a eu des donateurs qui sont venus aussi nous assister, mais cette fois-ci, la venue de mes anciens étudiants vraiment a été une très bonne chose et j'avoue que nous sommes très contents. Lorsque les produits que vous formez viennent vous soutenir à des moments difficiles, vous êtes très satisfaits et ça vous donne le courage encore de faire plus pour les enfants d'autrui. Ce geste magnanime de la 39e promotion de l'ISAF de Farana est très significatif pour les étudiants sinistrés. Nous sommes venus pour qu'on puisse partager cette douleur ensemble. Nous ont montré que nous sommes leurs frères. C'est Dieu qui a voulu. Ils sont venus pour nous secourir, faire des dons pour oublier tout ce qui est arrivé, confier ça à Dieu. Au nom de M. le gouverneur, au nom de toutes les autorités, nous leur disons grand merci. Leurs dons fait suite à ce que l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, venait de poser comme acte. Mais aussi les dispositions idoines prises pour la rénovation, la réfection des dortoirs, sans oublier les mesures provisoires d'hébergement des étudiants sinistrés. Cette remise de dons a été précédée de ce cadre religieux. Un sacrifice, des prières et bénédictions en faveur du pays. Et disons qu'à l'issue de l'incendie survenu au district de Kodjourong, dans la préfecture de Mandiana, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, Anguche, a vite réagi au nom du gouvernement. En venant en aide aux sinistrés, des vivres et non-vivres sont mis à la disposition des victimes pour réparer des dégâts. C'est un reportage de Diamant Kaba. L'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, mobilisée dans le district de Kodjourou, sous-préfecture de Mamouroudou, dans Mandiana, pour redonner le sourire aux victimes d'incendie. Sur cette place publique, la grande distribution des vivres et autres articles de première nécessité traduit la vision du chef de l'État.
Le coup de pouce vient remonter le moral des victimes. À la suite de ces évaluations, nous sommes là ce matin pour apporter une assistance en vivre et non vivre à la communauté de Kodjourou, sous-préfecture de Mamouroudou. Et nous avons apporté 550 tôles de feuilles, 110 sacs de riz de 50 kilos et 55 bidons d'huile de 10 litres pour alléger la souffrance de la communauté de Kodjourou. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés avec toutes les autorités préfectorales, sous-préfectorales et communales pour venir apporter au nom de notre cher président, M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour son assistance à l'endroit des sinistrés de cet incendie. Cet appui humanitaire fait partie des nombreuses mesures prises pour répondre aux besoins des sinistrés. Par cette réponse d'urgence, ces familles en détresse peuvent envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité et de confiance. Dans nos différents foyers, la joie est immense d'avoir réceptionné ces dons de l'État. Cette réponse d'urgence va beaucoup nous aider. La présence de l'État à nos côtés nous démontre une fois encore l'importance de l'anguiche. Hier, on avait tout perdu, mais aujourd'hui, le drame est devenu un souvenir grâce à l'appui de l'État. Bien que marqués par l'épreuve, les bénéficiaires de cette solidarité nationale redécouvrent peu à peu la joie de se retrouver ensemble, soutenus par l'anguiche qui se mobilise pour les aider à surmonter cette période difficile. Dans le volet humanitaire, toujours à la Cité de Solidarité, la société AGB2A GIC vient de faire un don de vivres aux locataires. Il est essentiellement composé de riz et de sucre. L'objectif est d'accompagner cette couche en ce mois saint de Ramadan et de Carême. La donation a été accueillie avec gratitude par les bénéficiaires. Bakary Banda Kondé, reportage. En cette période de Ramadan, la société AGB2A GIC a fait don de vivres aux pensionnaires de la Cité de Solidarité. Un geste de générosité qui vise à soutenir les personnes vulnérables à travers des ressources alimentaires nécessaires pour le repas durant ce mois sacré. C'est une activité que nous tenons chaque fois en tant que société minière guinéenne, en tant que Guinéens, pour solliciter, pour accompagner nos frères durant cette période de mois de Ramadan. Nous voulons marquer, d'accord, nos actions pour permettre aux autres de nous imiter et vouloir faire aussi comme nous. L'ensemble des vivres comprend du riz et du sucre principalement. Ils vont aider les bénéficiaires à vivre le Ramadan dans de meilleures conditions. Les responsables de la cité ont exprimé leur gratitude, soulignant combien ce soutien était important durant cette période. Vraiment, c'est pas la première fois. Nous, la famille de la Cité de Solidarité, on réservoir les grandes sociétés ici. On a déjà, depuis plusieurs années, on compte comme ça. On est en train de bénéficier avec eux. Ce geste ne me surprend pas de la part de AGB2A par la voix de son directeur général, Dr Ahmed Kanté, qui n'est pas à sa première. Alors ce geste est un grand soulagement pour la population d'ici. En agissant en faveur des personnes démunies, AGB2A GIC veut renforcer les liens communautaires, rappeler l'importance de l'entraide et faire du Ramadan un moment de partage et de solidarité. Et disons que c'est un geste symbolique émanant d'une histoire personnelle. La découverte du diabète chez Aïssatou Nabé depuis la petite enfance. Après des années de résistance, elle revient au pays pour prêter main forte aux enfants souffrant du diabète. À travers la structure Fleur Infantine, plusieurs kits médicaux leur sont mis à disposition. Mohamed Seyar Souma pour en savoir plus. Elle est partagée entre douleur et rêve d'enfance. À 3 ans, une maladie chronique s'invite dans son quotidien. Après de multiples interventions en Guinée puis en France, Aïssatou Nabé retrouve l'équilibre face au diabète. Maintenant âgée de 25 piges, le combat contre son pire cauchemar est déclenché. Une lutte sans armes, mais avec le cœur vis-à-vis des compatriotes souffrant de la même pathologie. La générosité s'installe par l'offre de matériel nécessaire. Plusieurs équipements médicaux, des appareils, des insulines et aussi des médicaments pour les diabétiques avec plusieurs effets de soins
qu'on peut utiliser des lingettes pour la propriété des diabétiques parce que les infections c'est interdit dans la santé en étant diabétique. J'ai amené tout ceci pour pouvoir les partager aux différents enfants malades. Le choix est porté sur l'hôpital Antanor de Matoto, une structure spécialisée dans la prise en charge du diabète. Je tiens à remercier de façon solennelle ONG Flore Enfantine qui s'est mis à la disposition et aussi à la portée extensive pour aider les enfants diabétiques avec autres maladies. Pendant ce temps, le département de la santé manifeste sa reconnaissance, mais les efforts restent à poursuivre. Le don de matériel que nous réceptionnons aujourd'hui vient renforcer la capacité de cet hôpital à améliorer les conditions de suivi et contribuer à sauver des vies. Au-delà de ce matériel, c'est un message fort de solidarité, d'engagement et d'espoir qui est adressé aux enfants et à leurs familles. Le diabète devient de plus en plus infantile. Le cas Issatou est illustratif. En Guinée, selon les données officielles, près de 1900 enfants diabétiques sont suivis. La moitié des patients se retrouvent à Conakry. Intéressons-nous à présent à ce don d'équipements médicaux à l'hôpital préfectoral de l'Elouma. C'est un geste de la coordination des associations de la commune urbaine de l'Elouma en France et ses partenaires. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins et sauver la vie des concitoyens. Ce don vient ainsi renforcer les efforts du gouvernement quant à l'amélioration sanitaire qui reste une priorité inscrite dans le programme Simandou 2040. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Ce don de matériel médical comprend notamment des lits médicalisés, des brancards, des fauteuils de soins et des chariots d'urgence. Un geste de la coordination des associations de la commune urbaine de l'Elouma en France, déterminée à sauver des vies à l'hôpital préfectoral de l'Elouma. À travers cette action, l'objectif poursuivi est clair. Renforcer concrètement les capacités de l'hôpital de l'Elouma et améliorer les conditions de prise en charge des patients dans un esprit de solidarité durable, de responsabilité collective et de partenariat respectueux des engagements pris. Au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le directeur de l'hôpital préfectoral de l'Elouma exprime sa gratitude aux donateurs et s'engage à faire un usage responsable et efficace de ces équipements sanitaires. Aujourd'hui, ce partenariat fructueux, illustré par ce don de la diaspora de l'Elouma, nous ouvre les portes d'un fruit prometteur pour les soins de santé dans notre région. Nous avons désormais l'opportunité d'améliorer considérablement le diagnostic, le traitement de nombreuses affections. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un simple don de matériel médical. Nous célébrons un élan de solidarité, un acte de patriotisme local, un engagement sincère de nos fils et filles de l'Elouma, de la diaspora envers leur terre natale. La coordination des associations de la commune urbaine de l'Elouma en France poursuit depuis plusieurs années des actions citoyennes et patriotiques en faveur du développement de leur préfecture. Par ailleurs, la salle des congrès du Palais du Peuple a récemment servi de cadre à la célébration du mérite politique en Guinée, intitulée La Nuit du mérite et de la reconnaissance. L'événement est à sa première édition. Il est organisé par l'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine. C'est un reportage de Mikine Moussa Kamara et Abdoulaye Diallo. En 2025, le peuple de Guinée a voté pour élire son président de la République et adopter sa nouvelle constitution dans un climat calme. Une maturité politique due à l'implication majeure de 3 personnalités d'exception. Mamadi Doumbouya, président de la République, Amadou Ouriba, premier ministre chef de gouvernement, et Yenabou Touré, la directrice générale des élections. Pour encourager la culture du mérite et de l'excellence en Afrique, une soirée est organisée à Conakry par l'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine. Elle est intitulée « La nuit du mérite et de la reconnaissance » dans sa première édition. Je remercie le président de la République, M. Doumbouya. Il a confondu tout le monde. Pas de Peul, pas de Malinké, pas de Soussou. Tout le monde, tous les Guinéens sont unis.
Donc pour cela, on a organisé cette soirée de mérite, de reconnaissance politique. Bon, je suis très émue, très contente et c'est en l'honneur de toutes les femmes de Guinée, et précisément en l'honneur des femmes de la Direction générale des élections, du MATD. Et ce prix montre à suffisance que les femmes peuvent occuper des hautes fonctions, des postes de responsabilité et l'assumer avec brio comme les hommes. Donc nous devrions continuer à nous donner la main, travailler ensemble. Cette organisation est représentée dans 54 pays. Elle a pour mission de promouvoir la démocratie, la paix et le développement. Je suis ému. Je suis très ému. Et c'est normal d'encourager quelqu'un dans son travail. Là, ça va lui donner le courage de faire beaucoup. Une pléiade de célébrités de la musique africaine sont de la partie pour rendre hommage à ces personnalités accomplies. Pour finir, signature d'une convention de partenariat entre la troupe Circus Baobab et la fondation KPC pour l'humanitaire. L'enjeu est double, faciliter la formation et créer l'emploi par le biais de la promotion du spectacle vivant. Ce contrat de 3 ans renouvelable met le secteur privé au service du premier groupe de cirque en Afrique de l'Ouest. Fodé Camara. Depuis plus de 2 décennies, la troupe Circus Baobab porte très haut le tricolore national sur des scènes internationales par des prestations artistiques dynamiques, mêlant savamment acrobatie et danse traditionnelle. Pour redynamiser ce groupe de cirque contemporain de renommée mondiale, la fondation KPC pour l'humanitaire vient de sceller un contrat de partenariat avec la direction générale de Circus Baobab sous l'égide du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ce qui se passe aujourd'hui avec une forte symbolique, c'est quelque chose qui doit inspirer, qui doit être multiplié afin que le secteur de la culture ne soit pas que l'apanage en termes de financement et d'accompagnement de l'État, qu'il ne puisse pas compter que sur le budget national de développement, qu'il puisse également être promu, valorisé, sauvegardé avec l'accompagnement du secteur privé. Aujourd'hui, cette alliance stratégique va servir de tremplin pour la formation et l'insertion de ces jeunes passionnés d'art acrobatique, accompagnés par la voix envoûtante de l'artiste Petit Kanya. La chorégraphie de ces jeunes pétris de talent a émerveillé le PDG du groupe Guico Press lors de l'investiture du chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Le jour de l'investiture du président de la République, là, elle a eu les joies. D'un seul coup, j'étais là, elle m'a appelé, elle me dit, il n'a jamais vu ça. Elle me dit, vous êtes mérité de vous accompagner, parce que je n'ai pas entendu que vous n'avez pas travaillé parce que vous n'avez pas de fonctionnement. Je n'ai pas entendu que vous n'avez pas travaillé parce que vous n'avez pas payé votre local. Les jeunes n'ont pas mangé. Va t'asseoir, tu écris tous les besoins de l'association et tu viens me voir. J'ai dit non, monsieur KPC, dis-moi à quel accompagnement que tu peux nous accompagner. Il a dit non. Et moi je suis arrivé, on a travaillé avec toute l'équipe de Circus Baobab. On a envoyé les besoins qu'on a besoin et il a validé en 100%. Soutenir Circus Baobab, c'est soutenir des talents, mais aussi des destins. C'est investir dans une jeunesse qui mérite d'être encadrée, valorisée et encouragée. Avec l'accompagnement des mécènes et des pouvoirs publics, Circus Baobab, le premier groupe de cirque d'Afrique de l'Ouest, s'engage à promouvoir davantage l'image de marque de la Guinée à l'international par des spectacles débordants d'énergie et de créativité. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.